J'ai grandi à Coise, dans une ferme. Où, quand on avait un peu de temps, après être allé à l'école et fait ses devoirs, on allait aider les parents au travail de la ferme. Je voyais mon père traire des vaches et cultiver du blé, et je trouvais ça passionnant. Et en même temps, j'étais probablement un peu toujours à la recherche. Comment on pourrait améliorer tout ça? J'ai fait des études de génétique qui m'ont permis d'apprendre le métier d'amélioration des plantes. Qu'est-ce que je vois quand je reviens dans les monts du Lyonnais? Bon, déjà, je retrouve des gens que j'apprécie. Je retrouve mes racines. Parce que quand on a travaillé jusqu'à 25 ans sur une ferme, là, il y a des liens indéfectibles qui s'établissent. Ce que je vois aussi, c'est des paysages. Et puis si j'essaye de réfléchir un peu, je pense que je vois aussi, c'est une dynamique. Et aussi loin que vous regardez, vous voyez un habitat dispersé, des champs entourés par des haies. Oui, ça évolue. Non, ce n'est pas exactement comme je le voyais quand j'étais petit, comme quand mon père exploitait. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas un problème. Les choses évoluent, ça évolue dans tous les domaines. Et aussi, on garde cette typicité. Oui, ça évolue, mais on reste quand même dans quelque chose de très très mesuré. Et c'est ça qu'on ressent. Ce paysage, ce territoire a été façonné par des générations de paysans pratiquant la polyculture et l'élevage. Ils sont environ 1500 sur le département. Les connaissez-vous vraiment? Avez-vous une vision objective de la réalité de leur vie? Que ressentent-ils au plus profond d'eux-mêmes? Difficile de mettre des mots sur ces vies, ces parcours. Le premier qui nous vient à l'esprit est peut-être humilité, du latin humilitas, et dont la racine est humus. Pour moi, éleveur, c'est d'abord observer. C'est l'animal, il n'a qu'un code, c'est son ressenti. Je suis toujours en admiration devant une vache qui mange de l'herbe, qui transforme cette herbe, notamment en viande, mais en lait aussi. Et ça devrait faire réfléchir les humains, puisqu'à peu près tout homme, à un moment de sa vie, a consommé du lait. Très souvent, je rencontre des gens qui sont en souffrance parce qu'ils ont vraiment l'impression que leur métier est mal compris. Certains disent c'est quand même un peu fort, on passe pour des empoisonneurs. Or, je ne connais pas de métier qui a autant fait d'efforts pour améliorer ces pratiques. C'est plus l'intérêt du transformateur ou du distributeur qui est pris en compte que les besoins et les envies de l'éleveur qui est un peu contraint, quoi. Ce que je dis là reste empreint d'humilité, en ce sens que il y a certainement encore des progrès possibles, mais il faut qu'on soit d'abord reconnu. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'en termes de communication, on a raté quelque chose. On est contraint tous les jours de s'adapter. Donc, moi, je dis chapeau à ceux qui font ce boulot. Ce métier de paysan, qu'est-ce qu'il est complexe? Ne mérite-t-il pas un peu de reconnaissance? Je suis né dans les champs, au milieu des vaches, je crois. Et je crois que c'est ce qui a fait mon ADN, oui, au niveau des animaux, je crois. Ce rapprochement à la nature, pour moi, est essentiel à ma vie, quoi. C'est des vraies valeurs. Ça demande de la patience, de l'observation. Ça éveille tous les sens que l'on a.
Je suis parti tout seul en 81. Aujourd'hui, eh ben, on est 8 sur l'exploitation, donc il y a 4 associés de GAEC, un conjoint collaborateur et 3 salariés, dont un à temps partiel. Ce qui est complexe aujourd'hui, c'est la diversité des métiers dans l'exploitation. Il y a des métiers de production, des métiers de transformation, de commerce. Voilà, donc, et la réglementation sanitaire nous contraint beaucoup avec beaucoup de rigueur, des analyses, beaucoup d'administratifs aussi avec l'ensemble du personnel. Donc oui, c'est une entreprise qui occupe bien l'esprit. L'autre complexité, effectivement, c'est notre environnement. En 80, il y avait encore 26 exploitations laitières sur la commune de Soucieux. Aujourd'hui, on est tout seul. Donc c'est une vraie difficulté aussi. Donc, parce que l'élevage, ça demande beaucoup de travail collectif et ça nous a obligés à s'équiper pour qu'on puisse être un peu plus autonome et avoir moins recours à l'aide des autres éleveurs qui sont partis, quoi. La nature aussi a beaucoup évolué, le climat a beaucoup changé, donc aujourd'hui on a du chaud, on n'a plus de pluie. Voilà, donc on a besoin aussi d'avoir un soutien familial de notre entourage qui nous permet de passer ces étapes-là, quoi. Moi j'aime bien ce qui est complexe parce que ça demande de l'effort et ça met de la valeur au travail. Il ne faut pas qu'elle nous dépasse et qu'elle nous emmène, qu'on ne puisse plus la canaliser. Ce n'est pas tâche toujours facile. Je suis éleveur apollonnais en GAEC avec mon frère. On est éclaté sur 5 communes, donc on est tout le temps sur la route, que ce soit pour aller voir les bêtes au pré ou emmener les bêtes au pré, ou alors pour amener la nourriture aux animaux. Et du coup, on est confronté à la population qui part bosser et qui n'a pas envie de se retrouver derrière un tracteur, qui est vite condamné à commettre des petites erreurs du code de la route pour essayer de doubler les tracteurs. Confronté au quotidien de ce périurbain, eh ben, c'est qu'il faut bien leur rappeler c'est un privilège d'habiter où ils habitent, parce qu'il y a tous les avantages de la campagne, à savoir l'espace, la lumière, les animaux, la forêt aussi, et tout ça, ça s'entretient parce qu'il y a les agriculteurs. On a tenu bon. Et c'est ce qui fait la force de notre territoire. C'est qu'on est en zone à multiples handicaps. L'urbanisation, la population qui a doublé, la précarité des terrains, du foncier, et puis la climatologie qui n'était pas favorable depuis plusieurs années, le contexte on va dire aussi structurel. Mon exploitation est éclatée sur 5 communes, c'est pas l'idéal, on a très peu de parcellaires autour de l'exploitation. Le challenge pour nos parents et grands-parents a été de redonner l'autosuffisance alimentaire à notre pays dévasté par la guerre. La mécanisation, la phytopharmacie ont aidé l'agriculture à fournir une alimentation abondante, à des prix abordables. Petit à petit, le consommateur n'a manqué de rien. Dans les années 1980, les quotas font leur apparition. La grande distribution se concentre et les marchés devenus mondialisés dictent leurs lois. Depuis les années 1990, 52% des paysans ont disparu. Les exploitations se sont agrandies et spécialisées. 55% des agriculteurs ont aujourd'hui plus de 50 ans. Le coût de l'investissement, de la réalisation, notamment au niveau des bâtiments, a beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, effectivement, il faut une somme de capitaux importante pour pouvoir entrer dans le métier. Du coup, un endettement important, des remboursements d'emprunts importants. Et effectivement, qui viennent un petit peu gréver le revenu. Parallèlement à ça, c'est vrai que les prix agricoles n'ont pas forcément beaucoup augmenté ces dernières années.
Et on arrive aujourd'hui, c'est vrai que difficilement, notamment sur les productions de notre territoire qui sont principalement la production laitière, parce que c'est 70% de la production agricole sur le territoire. J'ai démarré mon activité agricole en 1991, je vendais mon lait à la même coopérative que je le vendais encore il y a 2 mois de ça, à 2,12 francs. Aujourd'hui, ma dernière paye de lait, puisque j'ai arrêté la production laitière pour passer en production viande, je vendais le lait 33 centimes, je vous laisse faire la conversion. On était bien loin de suivre non seulement l'inflation, parce que je m'étais amusé à calculer un jour, si on avait seulement suivi l'inflation, il faudrait qu'on vende 45 centimes d'euros le litre, ce qui est loin d'être le cas. Je pense qu'effectivement, quand on regarde un petit peu les chiffres au niveau de la dépense des ménages sur la partie alimentaire, on s'aperçoit que c'est des chiffres de l'INSEE, hein, on n'a rien inventé. Il y a 30-40 ans de ça, un ménage français dépensait environ 20% de son budget pour la dépense alimentaire. Aujourd'hui, on arrive à 12-13%. Parce qu'il y a eu d'autres besoins qui sont apparus au fil du temps, notamment les besoins en communication qu'on n'avait pas forcément avant, et d'autres besoins sur le loisir, d'autres choses qui ont augmenté, au détriment du budget qui était consacré à l'alimentation. Et tout ça a fait que progressivement, on a tiré les prix agricoles vers le bas. Il y a eu au niveau de la distribution aussi de nos produits une concentration qu'on n'a jamais, qu'on ne voit pas forcément ailleurs et qui est plus importante qu'ailleurs. Aujourd'hui, la production agricole s'écoule à travers 4 centrales d'achat aujourd'hui en France. Donc il y a eu une pression sur ces 30 dernières années sur les prix agricoles qu'on n'avait jamais connu auparavant. Je pense que c'est aussi été le point faible de l'agriculture, c'est peut-être de trop se concentrer, se replier sur elle-même sur la partie production, sans trop s'intéresser sur ce que devenait son produit derrière, ou sa production derrière. Et je pense que ça, il faut que les agriculteurs demain se réapproprient un petit peu cette relation entre production et consommation. Donc, au niveau du réseau Cerfrance, donc on réalise des références économiques chaque année sur nos adhérents. Donc en moyenne, les résultats courants par unité de travailleurs est de 18 000 € par chef d'exploitation. Il s'agit d'une valeur moyenne qui cache de grandes disparités entre un groupe de tête qui plutôt est à 27 000 € et un groupe de queue qui est aux alentours de 5 000 €. La valeur médiane est d'environ 15 000 €, c'est-à-dire que c'est là le niveau où se situent 50% des exploitants. Si on ramène ça par rapport au temps de travail, donc sur une base de 50 heures par semaine, on arriverait à une valorisation moyenne qui est aux alentours de 8 € de l'heure. Sachant qu'on a de grosses disparités d'une année par rapport à l'autre en fonction de facteurs exogènes, type aléas climatiques, sécheresse par exemple, grêle, mais aussi des aléas sanitaires et éventuellement des crises économiques. Les clés de réussite sont toujours l'homme, qui est primordial dans les dossiers. Les capitaux engagés au niveau des élevages sont relativement importants puisqu'on se situe aux alentours de 450 000 € en valeur moyenne par exploitation. Dans ce contexte d'incertitude, certains éleveurs décrochent, ne trouvant plus l'énergie pour faire face. Il y a juste 10 ans cette année, sur notre commune et sur 2 communes voisines limitrophes, on a eu 3 suicides dans 3 mois. 2 jeunes agriculteurs et la fille d'un 3e agriculteur. Et quand on connaît, quand on vit des événements de ce type-là, proches de chez soi, on ne peut pas rester indifférent, quoi. Tu te dis, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. C'est un peu spécial au milieu agricole. Mais agricole, c'est un milieu, je dirais entre guillemets, de gens taiseux. On ne parle pas beaucoup, on ne parle surtout pas de ses problèmes. Et chaque personne a sa propre vie, son propre passé, et chaque situation est une situation très particulière. On ne peut pas faire de généralité, et chaque personne est unique aussi, donc avec son propre ressenti. Et quand on peut mettre la main sur l'épaule de quelqu'un et lui redonner un peu des raisons de vivre et
Du baume au cœur, eh bien, on n'a pas fait une révolution, mais c'est très, très satisfaisant de pouvoir aider quelqu'un dans la mesure du possible. On est dans une société qui est pas toujours facile et beaucoup de gens sont très seuls en fait sur leur ferme, soit parce qu'ils sont célibataires, soit parce que leur conjoint ou leur conjointe travaille à l'extérieur. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de solitude en agriculture, beaucoup plus qu'on ne l'imagine vu de l'extérieur. Même les mots ont changé. On ne parle plus de paysans, mais d'agriculteurs, d'exploitants agricoles, de chefs d'entreprise qui font davantage valoir la dimension moderne de l'activité. Mais il reste ce lien viscéral à l'animal, à la terre, cet amour du travail bien fait, ce plaisir à partager son vécu avec ses collègues éleveurs, ce bonheur de transmettre ses valeurs et sa passion. Dans l'élevage, si on n'a plus que le droit de traire et de faire du lait pour la COP, pour moi c'est pas motivant. C'est le jeu petit, c'est de se présenter à un troupeau et comment dire, faire voir notre travail à l'extérieur, à d'autres éleveurs. Pour moi, ça me motive, ça. Même que je ne gagne pas, moi, ça me fait rien. Hein. On se compare et le meilleur, il gagne. Et puis, les petits jeunes, maintenant que j'ai mal aux épaules, ils viennent m'aider à les tondre. C'est réciproque. C'est un noyau, c'est une équipe. Elle, c'est une brune que ma femme m'a offert pour ma retraite. C'est mon cadeau d'anniversaire, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une brune. Puis ça, c'est la souche de l'Ouest qui vient de Boulieu. Mon fils, il reprend en rache à l'étante. Ouais, je suis content quand même, parce que la ferme continue. Mais il y aura toujours des animaux sur la ferme, alors il n'y aura pas le vide d'un coup. Ouais. Qu'il y aurait eu le vide, là, je sais pas, j'aurais été malheureux. De toute façon, les vaches, si tu les traites bien, elles te le rendent. Hein? Elles te le rendent. C'est un peu grand pour tout. Mais... Je pense que d'abord, il faut que je vous parle de pourquoi j'ai voulu être vétérinaire. Alors tout le monde dit on veut être vétérinaire parce qu'on aime les animaux. Il y a différentes façons d'aimer les animaux. Une façon qui est un petit peu anthropomorphisme et une autre qui est plutôt naturaliste. Moi, j'étais plutôt aimer les animaux d'une façon naturaliste dans leur milieu. Après, j'ai voulu être vétérinaire, c'est avant tout pour nourrir les hommes. C'est-à-dire que pour moi, l'animal, c'était une source alimentaire pour l'homme. Je considère que si on veut que l'animal produise bien, il faut qu'il soit en bonne santé. Il faut que l'éleveur soit en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Le bien-être de l'animal dépend pas avant tout, en grande partie, du bien-être de l'éleveur. On voit énormément d'éleveurs qui sont dans la déprime et on voit les animaux sont mal entretenus. Que m'ont apporté les éleveurs ? Les éleveurs m'ont apporté c'est peut-être pas la connaissance de la nature, mais le fait que c'était des gens qui étaient quotidiennement en relation avec les vraies réalités de la nature.
de contraintes qui sont difficiles, des contraintes économiques comme je le dis, des contraintes sociologiques comme de dire qu'ils sont considérés comme des destructeurs de la nature, comme ils sont considérés comme des gens qui torturent les animaux. Enfin, tout ceci me fait énormément de peine, énormément de peine. Un éleveur de vaches laitières, enfin, ou de moutons ou de chèvres, n'a jamais considéré un animal, leurs animaux, comme un animal qui n'était pas doué de sensibilité. Ça, c'est pas vrai. Ça change pas grand-chose. Par contre, derrière ça, tout l'encadrement zootechnique, tout l'encadrement productiviste et tout, a eu tendance, effectivement, à lui dénier ce statut. C'est-à-dire que l'animal était considéré comme un producteur de quelque chose, de viande, de lait, et c'est tout. On n'envisageait pas de dire que c'était un animal qui avait une vie sociable, qui avait des besoins affectifs, on ne va pas dire affectifs, mais de relations. Je reprends un truc, c'est un éleveur qui va chercher ses vaches au pré. Et ces vaches, en règle générale, quand il va venir, elles vont venir vers lui. Donc on ne peut pas considérer que s'il maltraite ses animaux, que les animaux ont intégré, à mon avis, l'éleveur dans leur hiérarchie, dans leur groupe. Et on le voit très bien, avec les vaches à viande, avec les limousines, c'est frappant. C'est clair qu'un étranger qui arrive, elles partent toutes à l'autre bout, l'éleveur arrive, elles viennent. Le bien-être animal et l'antibiorésistance sont deux sujets majeurs soulevés aujourd'hui par la société civile. Les éleveurs consacrent leur vie à élever et à soigner leurs animaux. Ils se sentent parfois bien déconsidérés. Pendant toute ma scolarité, moi, on m'a appris que les antibiotiques, c'est pas automatique, ça c'est sûr, mais qu'il y avait certaines molécules qui étaient plus actives que d'autres, de dernière génération, qu'il fallait utiliser vraiment avec précaution parce qu'on risquait de créer de l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est la capacité des bactéries à résister aux antibiotiques et donc de ce fait de rendre les antibiotiques inactifs. Et c'est pour ça qu'a été créé le plan éco-antibio numéro 1 qui a duré de 2012 à 2016 et qui visait à réduire de 25% l'utilisation des antibiotiques en France. Souvent les vétérinaires ont été critiqués et les éleveurs ont été critiqués comme étant des utilisateurs d'antibiotiques massifs. Nous, nos patients, ils ne pèsent pas 60 kg, ils ne pèsent pas 80 kg. Nos patients, ils pèsent 600 kg, 700 kg pour les plus gros. Donc oui, en fait, rapporté en quantité pure d'antibiotiques, forcément on en utilise plus. Mais par contre, quand on ramène la quantité d'antibiotiques utilisée au kilo de patients traités, on se rend compte quand même qu'en médecine vétérinaire, on utilise beaucoup moins d'antibiotiques que les médecins. Ce plan éco-antibio, donc, qui s'est terminé en 2016, la première partie du plan éco-antibio, quand on a fait le bilan à la fin, on visait moins 25% d'antibiotiques utilisés sur 5 ans, et on se rend compte qu'en médecine vétérinaire, on a vraiment joué le jeu parce qu'on est à moins 39%. Au début, je n'étais pas du tout destiné à m'intéresser au bien-être des animaux. En fait, je suis d'un milieu qui n'est pas vraiment de la campagne, et puis je voulais faire vétérinaire. J'ai eu la chance d'intégrer l'école à Lyon, l'école vétérinaire. Et puis, durant mes études, je voulais devenir vétérinaire à la campagne, soigner des vaches, des moutons, des chèvres. Puis il y a le prof de l'époque, le directeur, qui m'a proposé de rester pour m'occuper de zootechnie. Alors la zootechnie, c'est l'étude des élevages. Puis à ce moment-là, surtout, ce qu'il m'a dit, Luc, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est le bien-être des animaux. C'est l'avenir de la profession, c'est l'avenir des élevages. Alors c'était en 2001, donc 2001, ça remonte un petit peu. Puis je suis parti dans le bien-être animal. Et depuis, j'associe élevage et bien-être des animaux. Je suis devenu enseignant à l'école vétérinaire, j'essaye d'intervenir auprès des étudiants, auprès des éleveurs, pour améliorer à la fois les conditions de vie des animaux et les conditions de vie
des éleveurs parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on peut tout à fait mesurer le bien-être des animaux. On va regarder la façon dont ils se déplacent, est-ce qu'ils boitent, est-ce qu'ils ont des lésions. Quand j'améliore le bien-être de l'animal, forcément, c'est bien pour les animaux. Mais si les animaux sont bien, ils vont mieux produire, ils vont être plus calmes. Et donc l'éleveur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ces animaux, ils produisent mieux, ils soient plus calmes. Et donc quand on fait les deux ensemble, c'est possible. Avant, la notion d'émotion chez les animaux, on ne savait pas bien ce que c'était. Maintenant, on est sûr qu'ils sont capables de ressentir des émotions et donc d'avoir une perception de leur environnement. Ça, c'est le premier point extrêmement important. Ensuite, il faut bien dire aussi qu'il y a un certain nombre de citoyens qui se sont coupés de l'élevage. Il y a 50 ans, 100 ans, on avait tous un oncle, un cousin, un grand-père qui avait une ferme, qui avait des animaux. Maintenant, de moins en moins. Et donc, on idéalise le monde animal. On imagine que c'est comme ce qu'on voit dans les dessins animés. Et donc, forcément, quand on voit la vraie situation, ça devient un peu compliqué. Le rapport à la mort a-t-il changé? Alors, c'est une question difficile. J'aurais tendance à dire que oui, on voit bien, on a de plus en plus de mal quand même, mais pas que par rapport à la mort des animaux, hein, à la mort en général, on a de plus en plus de mal à la voir, à être à côté de cette mort-là. On le voit bien, par exemple, la question de l'euthanasie chez les vétérinaires, c'est une question qui devient extrêmement compliquée. Moi, quand j'étais étudiant, on se posait moins la question de l'euthanasie. Maintenant, c'est quand même une source de souffrance pour les vétérinaires qui est importante. Donc ça a changé, cette question à la mort. Et si on prend la mort des animaux d'élevage, elle a changé. Les gens, ils ne veulent plus voir les abattoirs, ils ne veulent plus voir une carcasse, ils veulent à la rigueur un nugget, parce qu'ils n'arrivent pas à voir le lien entre le nugget et l'animal. Et du coup, ils coupent la notion de la mort entre les deux. Ce qu'il faut, c'est vraiment améliorer les conditions de vie durant la vie de l'animal, minimiser les souffrances et les douleurs au niveau de l'abattage, mais il faut bien qu'il y ait un moment, un cycle qui soit complet. Le bien-être d'un animal, c'est le sien. C'est quelque chose qui est individuel. Donc, il faudra éviter de généraliser. Et il faudra trouver des indicateurs pour mesurer le bien-être des animaux, le bien-être de cette vache. Donc, il y a des pistes à améliorer. On le sait. On sait que je suis un peu caché par la vache, mais c'est son comportement qui est propre et c'est comme ça. Salut, elle était contente de passer là et c'était bien comme ça. Donc, il y a beaucoup de pistes qui sont faites. Alors, je parlais de la recherche, mais aussi les instituts techniques, les éleveurs pour améliorer les conditions de vie des animaux. Et donc, on va améliorer le logement, on va améliorer l'alimentation, on va essayer d'augmenter la période de pâturage, etc. Donc, ouais, il y a vraiment des éléments à améliorer pour prendre en compte le bien des animaux. Mais ces améliorations, elles seront globales, mais elles seront toujours à mettre de façon pragmatique dans chacun des élevages. Les prairies assurent l'essentiel de l'alimentation de nos animaux. L'herbe est pâturée, mais aussi stockée sous forme de foin, d'ensilage, d'enrubanage pour être distribuée l'hiver. Les cultures de céréales et de maïs ont aussi leur importance. Elles permettent l'autonomie alimentaire des exploitations et l'équilibre des rations. Les éleveurs nourrissent leur sol comme ils nourrissent leurs animaux. Dans nos zones d'élevage et de montagne, avons-nous objectivement des pratiques agronomiques en décalage avec les enjeux de demain ? Les enjeux de demain, pour nous, ce sera de transmettre à la génération qui arrive des fermes et un territoire avec le maximum d'atouts, le maximum de potentiel, et je pense que ce sera le cas. Moi, personnellement, je suis très fier de ce qu'on a accompli avec les collègues de la commune. Je suis très fier de ce que tous les éleveurs du Rhône ont fait sur le département en termes d'agriculture. Et je pense que j'ai eu la chance d'évoluer sur un territoire qui est le territoire des Monts du Lyonnais, parce que c'est un territoire pour moi qui a beaucoup d'atouts, même dans l'évolution de l'agriculture actuelle. Pour moi, le principal atout du territoire, c'est les hommes. Souvent, des fois, quand on nous pose des questions sur... on nous dit « Qu'est-ce que vous cultivez dans la région ?» Et on dit « On cultive des hommes ». C'est la vérité. On a eu la chance d'avoir une agriculture qui a su garder beaucoup de personnes sur le territoire. Et je pense que ça tire tout le monde vers le haut. Je pense que chacun arrive avec son héritage. Chacun arrive avec l'envie de construire
des choses ensemble. Et comme au niveau d'une ferme, c'est le bonhomme qui est important, au niveau d'un territoire, je pense que c'est les hommes qui sont essentiels au développement de ce territoire. Parallèlement à ça, je pense qu'on a plein d'autres atouts. Bien sûr, il y a la situation géographique de notre région par rapport au centre de consommation, par rapport aux métropoles, quelle que soit la façon dont on fait du commerce avec ces métropoles. Ça, c'est un vrai atout. Et puis, je pense que le principal atout aussi, c'est nos fermes qui sont de taille moyenne. Ça veut dire qu'elles sont transmissibles. Avec l'importance du capital aujourd'hui en agriculture, pour moi, c'est un vrai atout. C'est des fermes qui sont entretenues comme des jardins. Ça paraît simple, quand vous passez le long d'une route, vous voyez un troupeau, vous dites, voilà, c'est des vaches ou c'est des brebis, c'est des chèvres. Mais non, le travail d'un troupeau, c'est le boulot d'une génération. Et c'est une vraie chance pour les gens qui reprennent un bon troupeau de pouvoir le faire parce que ça permet de travailler avec des animaux qui ont plus de potentiel et plus de facilité de conduite. Nos sols sont ni épuisés, ni lessivés, ni infertiles, ni morts par rapport à tout ce que je peux entendre et franchement qui me fait un petit peu mal. Je pense que, et d'ailleurs preuve à l'appui sur toutes les analyses de sol qu'on fait régulièrement tous les 5 ans chez nous, on a des sols qui sont encore très fertiles, qui ont une pression phytosanitaire qui est raisonnable. Quand on compare à l'ensemble du territoire français, on se rend compte qu'on a une pression phyto qui est... Alors évidemment, il faut faire des progrès progressivement, les fermes s'agrandissent, il y a quelques passages en bio, c'est une très bonne chose. Mais il faut garder beaucoup d'équilibre dans ce qu'on dit et je pense qu'on a une pression phytosanitaire qui est bien raisonnable. On a fait des efforts considérables en termes de fertilisation aussi. Et on a des sols qui sont... moi, je pense qu'ils ont le même potentiel que quand je les ai pris en 92 à mon père. On n'a pas du tout dégradé quoi que ce soit. On ne peut pas affirmer qu'aujourd'hui le labour ait épuisé les sols de leur substance. Je reste convaincu que les systèmes sont complémentaires et qu'il ne faut pas les opposer. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Le labour a des avantages en agriculture biologique en aidant à la maîtrise des adventices. D'autres agriculteurs se retournent vers les techniques culturelles sans labour qui ont d'autres avantages. Stocker du carbone, passer moins de temps sur son tracteur ou encore et surtout réduire l'érosion. Comme pour les teneurs en matière organique des sols, les valeurs en phosphore, potasse, magnésium, oligo-éléments n'ont pas baissé au cours de ces 30 dernières années sur le département du Rhône. Pourquoi ? Pour la simple raison que les agriculteurs ont des animaux et ont des fumiers et lisiers à épandre qui font qu'ils enregistrent naturellement leur terrain et que les exportations par les cultures couvrent globalement les apports par les animaux. Qu'est-ce qu'on entend par fertilité des sols? C'est un terme un peu vaste, complexe, qui touche à la capacité de produire, la capacité à faire face à des aléas, sa biodiversité, etc., les agents pathogènes qu'il contient. Donc c'est assez complexe. Alors là aussi, on est obligé d'évaluer la fertilité du sol en s'appuyant sur des indicateurs. Un indicateur qu'on utilise souvent, c'est la teneur en matière organique des sols. Et tout ça. Mais oui, c'est sympa toi. Hein. On essaie de caractériser la fertilité des sols par un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, il n'est pas parfait, mais c'est la teneur en matière organique des sols, parce que la matière organique joue un rôle important de base. C'est un ciment dans le sol, ça donne de la cohésion, ça donne de la souplesse, ça procure des éléments nutritifs, ça favorise la réserve d'eau, donc voilà, c'est quelque chose qui est important à préserver. Et donc en France, on a un observatoire des analyses de terre que les agriculteurs font. Ils font à peu près 500 000 analyses de terre par an, ce qui est assez considérable, et on stocke ces analyses et on peut regarder au fil du temps comment évolue la teneur en matière organique des sols. Eh bien, en moyenne, alors il y a des situations où cette teneur en matière organique diminue, il y a des situations où elle augmente, et en moyenne, on est proche d'une situation à l'équilibre. On a à peu près autant de situations en augmentation qu'en diminution, mais en tout cas, absolument rien d'alarmant sur, on va dire, la teneur en carbone des sols. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les pratiques des agriculteurs évoluent vers des pratiques qui ont tendance à stocker un peu plus de carbone dans le sol, puisque la matière organique est formée de carbone. Et je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'agriculture de conservation, mais le fait de pouvoir couvrir régulièrement le sol avec des plantes de couverture, le fait
de restituer au sol la matière végétale des résidus de culture, le fait de choisir dans les rotations des plantes qui produisent beaucoup de carbone et qui ont un rendement humique élevé, comme les prairies, les céréales, le maïs, le colza, etc., eh bien, on arrive à stabiliser, voire remonter les niveaux en matière organique des sols, qui est quand même un objectif qu'on recherche tous. Alors, il y a aussi un autre intérêt du stockage de matière organique dans les sols, c'est le stockage du carbone. Alors, on a beaucoup parlé de la stratégie du 4 pour 1000. Le 4 pour 1000, ça veut dire que si on était capable d'augmenter cette teneur en matière organique des sols de 4 pour 1000, ce qui est très peu finalement, eh bien on arrivera à compenser la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une image, bon je ne sais pas si on arrivera à 4 pour 1000, mais il y a quelques pratiques agricoles qui sont un peu sur cette voie et qui permettent aussi de transformer l'agriculture, non pas simplement comme une activité émettrice de gaz à effet de serre, mais aussi comme une activité capable de recycler une partie du carbone émis par d'autres secteurs d'activité. L'Institut de l'élevage et l'INRA ont défini des cotes concernant l'empreinte carbone de l'élevage depuis les années 70. Et on a un constat, effectivement, d'empreinte carbone qui a réduit, qui a diminué sensiblement depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en fait, les pratiques de fertilisation, les pratiques alimentaires des troupeaux, les agriculteurs ont fait un travail de maîtrise technique beaucoup plus poussé qu'on pouvait avoir dans les années 70-80. Je suis installé en 86, donc à cette époque-là, j'étais en système labour classique. Or, il se trouve qu'on est sur des sols qui sont plutôt à tendance limoneuse et argileuse. Donc, c'est des sols qui ont tendance à se reprendre en masse. L'idée, c'était, dans l'évolution de mes pratiques, de reconcentrer un peu de matière organique en surface, un peu plus, pour éviter les problèmes de tassement en surface, faciliter l'élevée, éviter les problèmes de ruissellement, etc. On voit bien, de toute façon, déjà, écoute, déjà en marchant, on voit que... Là, on est dans l'ascense, hein, enfin, ce que j'appelle l'ascense. Hein. Alors, sur la terre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça sent le sous-bois. Oui, Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, la terre, elle sent quelque chose. L'humus, voilà, ça c'est important et c'est preuve qu'il y a une vie. Si on vient travailler le sol, on vient perturber tout ce travail des vers de terre. On va commencer à avoir des galeries de vers de terre. Donc vous voyez, là-dessous, ça devient plus dur, mais quand même, le sol, il n'est pas travaillé depuis des années. Hein. Une galerie de vers de terre, hein, on n'a pas cherché, elle apparaît, donc celle-ci, elle est... Donc on a des vers de terre en surface et on a des vers de terre qui, eux, vont travailler plutôt dans la verticalité. Et je voulais vous faire voir... Donc on voit là parfaitement le passage des vers de terre et on est dans un sol où il n'y a pas plu depuis 15 jours, 3 semaines. Quand on arrive à faire travailler les vers de terre, ils font un boulot que les agriculteurs ne peuvent pas faire, quoi. Et donc on voit bien ici la porosité, on voit voilà, un ver de terre. Mais un sol, hein, il y a eu du glyphosate, il y a eu ce qu'on appelle des pesticides, voilà quoi. Hein. Moi je n'ai rien contre les bio. Je ne suis surtout pas un défenseur du glyphosate, alors j'en utilise parce que c'est indispensable, donc du coup je suis peut-être un pisseur de glyphosate, c'est possible. Même sur des parcelles où on utilise des pesticides, alors bien sûr de façon raisonnée, on a plus de vie dans le sol que dans des sols où on les travaille beaucoup. Donc je me dis que voilà, tout n'est pas aussi négatif, le problème c'est comment on les utilise. Parce que si on considère que les pesticides sont un problème absolument incontournable et qu'il ne faut plus de pesticides, alors n'utilisons plus de pesticides. Mais est-ce que c'est là la vraie question et la bonne question par rapport à la vitalité d'un sol? Moi, je suis un agriculteur, je ne suis pas un scientifique, je suis pas... Voilà. On me donne des outils, je sais que s'il n'y a plus de glyphosate, aujourd'hui le glyphosate, il n'est pas remplaçable par autre chose que du mécanique. Or moi dans mon système, le mécanique c'est quelque chose qui détruit la vie de mon sol. Donc le glyphosate, dans les conditions de ce que je connais aujourd'hui, a une utilité. Quand je regarde la vie dans le sol, je m'aperçois que j'ai plus de vie qu'ailleurs, je me répète. Donc voilà, alors après on peut dire, messieurs les agriculteurs, vos tracteurs polluent, donc on va les supprimer. Et vous revenez à la force animale pour travailler vos champs. Bon, c'est une possibilité. Est-ce que chacun veut revenir en arrière de 50 ans dans son domaine professionnel? Il y a une demande aujourd'hui pour réduire, voire peut-être supprimer l'utilisation du glyphosate.
Et donc aujourd'hui, tous les organismes de recherche et de recherche appliquée sont mobilisés pour essayer de trouver des alternatives. C'est-à-dire comment on peut se passer de l'utilisation du glyphosate qui est, je le rappelle, un herbicide qui permet de supprimer les mauvaises herbes dans une parcelle nue. Et donc en termes d'alternatives, il y a plusieurs choix possibles. Si on prolonge la question sur les autres produits phytosanitaires, il y a aussi une attente sociétale pour la réduction et puis l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires. Mais il faut avoir conscience de plusieurs choses. D'abord, le paysage des bioagresseurs ne va pas diminuer. Si je prends une espèce céréalière, par exemple, il y a au moins 80 bioagresseurs différents, donc des maladies, des insectes, des mauvaises herbes, alors sans compter les mauvaises herbes, pardon, et puis plusieurs milliers de couples plantes bioagresseurs. Donc vous voyez, il y a un univers quand même autour des cultures qui est assez agressif et qui va se développer probablement sous l'effet de changements climatiques, des déplacements également de bioagresseurs. Et donc il va falloir continuer à protéger les plantes. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens que les produits phytosanitaires pour protéger ces plantes. Alors il y a beaucoup de travaux de recherche et il y a plusieurs voies possibles. Une des voies consiste à avoir des variétés, par exemple, de cultures qui soient de plus en plus résistantes aux maladies, aux insectes. Alors ça existe déjà, c'est-à-dire qu'on est capable de sélectionner des variétés qui sont, par exemple, résistants à un puceron, qui sont résistants ou tolérants à une maladie. Mais même cette voie n'est pas acquise pour toujours parce que les bioagresseurs vont toujours essayer de contourner finalement la barrière de résistance, qu'elle soit génétique ou physique ou chimique. Il y a la voie de l'agronomie. C'est une deuxième voie qui est importante. Cette voie, elle consiste à combiner des pratiques culturales qui place la culture dans une situation de faible exposition aux bioagresseurs. Par exemple, si je retarde une date de semis sur une céréale d'hiver, par exemple une culture d'hiver, on va diminuer la pression de maladie. Bon, alors ça n'est jamais une efficacité totale, mais en combinant plusieurs techniques, on peut arriver à avoir des choses intéressantes. Alors on explore aussi la voie des agroéquipements. Le matériel qu'on utilise sur les parcelles, c'est du matériel qui devient de plus en plus intelligent. On met sur ces matériels, par exemple, des capteurs qui permettent d'être plus sélectifs sur ce que l'on fait. On peut détruire, par exemple, des mauvaises herbes dans des cultures en ligne. Il y a une autre voie, c'est celle du biocontrôle. Alors le biocontrôle, on est plutôt dans la substitution, c'est-à-dire on va remplacer des produits phytosanitaires conventionnels par des produits qui ont plutôt tendance soit à renforcer les défenses naturelles de la plante, soit à utiliser des voies de lutte naturelle contre les bioagresseurs. Nous sommes en 2020. Bien des choses ont changé, notamment le climat. Nous pensions le changement climatique à moyenne échéance, nous le voyons arriver plus vite que prévu. Nous obligeons à revoir l'orientation et la conduite de nos fermes. Le temps, les cycles, les saisons rythment depuis toujours notre activité. Nous construisons sur le long terme, nous nous réjouissons d'une belle récolte que quand elle est engrangée. Dans le métier d'agriculteur, il y a un certain nombre de paramètres qui ne nous appartiennent pas et j'ai tendance à penser que c'est très bien comme ça. La nature reste la nature et tous les épisodes qu'elle nous offre, on va le dire ça comme ça, on les prend, parfois avec difficulté. Mais c'est aussi, je pense, dans un cadre plus large d'humanité, on va dire, ça renvoie quand même à des valeurs particulières, à des valeurs fondamentales presque. Alors je me souviens d'une année particulière, puisque c'est l'année 2003, puisqu'il a fait très très chaud, on en parle dans les annales, c'est une année qui fait référence, où on a eu des 40-45 degrés au mois d'août. Et ce qui m'a marqué cette année-là, c'est que, bien que ce soit une année très sèche, on a pris un orage le 21 juillet, si j'ai bonne mémoire, où ici on a reçu 120 mm d'eau en 30 minutes, et ça a emmené un de mes bâtiments qui était en construction, donc forcément je m'en souviens. Et après, globalement, j'ai l'impression quand même que plus les années avancent,
plus, je ne sais pas si c'est l'expérience ou le fait qu'aujourd'hui à 55 ans on ne voit plus les choses de la même manière qu'à 30 ans, je sens que je suis certainement plus modeste par rapport à tous ces événements. Je les accepte et j'essaye de mettre en œuvre des stratégies, des réponses avec mes moyens financiers, avec mes moyens techniques pour parfois ou le plus souvent possible anticiper ces flux climatiques. À mon échelle, je crois qu'il faut la modestie et l'humilité prédominent puisqu'on n'a pas de levier pour agir sur ces facteurs-là, si ce n'est que de répondre par nos stratégies techniques et financières aux difficultés qui s'offrent à nous. Avant l'impact financier, notre principale préoccupation, c'est que nos animaux soient nourris correctement tous les jours. Et quand on se lève tous les matins et qu'on calcule un petit peu les quantités de fourrage qu'on a en stock et qu'on se rend compte que ça va être fin, que ça ne peut pas passer, que voilà, et que du coup on est obligé d'aller acheter un petit peu à la dernière minute des fourrages qui sont de plus en plus chers, cette année j'ai décidé d'anticiper et d'acheter des fourrages beaucoup plus tôt. Notre métier il est noble et la demande elle est noble et du coup ça donne encore plus de sens à notre métier. Mais en contrepartie, je pense que il faut considérer que nos produits que nous vendons, qu'on offre aux consommateurs, moi je considère aujourd'hui qu'ils n'ont pas un coût, en fonction de tous ces paramètres qu'il faut qu'on prenne en compte dans notre métier, mais qu'ils ont une valeur. Les valeurs, parlons-en. Il y a d'abord la valeur du travail, puis celle de la solidarité et de l'entraide, essentielle dans le monde agricole. Elles nous ont permis de tirer notre épingle du jeu et de garder des fermes à taille humaine. Mais jusqu'à quand ? Les CUMA sont très développés sur les monts du Lyonnais, il y en a pratiquement dans tous les villages. Et c'est une approche qui nous permet aussi, en plus de l'achat de matériel, de travailler ensemble, les paysans, et de faire d'autres choses que l'achat de matériel, quoi. On a de l'entraide qui s'est développée autour des CUMA, ça permet de discuter avec nos voisins, ça permet de garder des fermes plus nombreuses du coup, parce qu'on a moins de charges de matériel, donc on vit avec des plus petites surfaces. Je me suis installé hors cadre familial en 1994 et donc j'avais déjà le cheptel à acheter, le matériel, les bâtiments, etc. Et donc le fait qu'il y ait la CUMA, ça m'a permis de réduire énormément la facture et de ne pas trop m'endetter dès le départ. L'intérêt des CUMA au niveau économique, il est très important et ça nous fait travailler aussi en groupe. Les paysans travaillent en groupe, on parle d'autre chose que du matériel strictement. On travaille sur la conduite de nos troupeaux, aujourd'hui on travaille beaucoup sur les sols dans les CUMA. On a de nombreux groupes sur les monts du Lyonnais qui se mettent à travailler sur le semi-direct, des choses comme ça. Donc les CUMA sont quelque part des organisations qui permettent des évolutions. Il y a une partie qui est historique, c'est-à-dire que les paysans ont toujours travaillé ensemble sur les monts du Lyonnais, c'était des petites exploitations. Et donc le battage autrefois se faisait en CUMA, le ramassage des pommes de terre, etc. Ça se faisait en collectif déjà. Même si les structures CUMA n'existaient pas, il y avait des groupes de voisins qui travaillaient ensemble. Et le développement, il est venu avec le développement du matériel, où comme les exploitations étaient petites et les gens avaient envie d'avancer techniquement, le matériel était une nécessité et sur des petites exploitations, la seule solution pour avoir le matériel, c'était de l'acheter à plusieurs. Avancer ensemble, c'est aussi respecter la diversité de nos modes de production et de commercialisation. Certains éleveurs font le choix de transformer et de vendre directement aux consommateurs. D'autres préfèrent valoriser leur production par le biais d'outils coopératifs et industriels. Tous sont soucieux de fournir une alimentation durable et de qualité. Et cette complémentarité est une vraie richesse pour nos territoires.
Territoire souvent difficile où si l'élevage disparaissait, les friches se multiplieraient. On repart depuis en fait l'après-guerre, parce que c'est vraiment ici que tout a commencé. Il a fallu vraiment construire des outils collectifs pour en fait que les producteurs qui sont restés dans les zones rurales puissent produire et emmener leur production et la mettre à disposition en fait de tous les citoyens français notamment, et notamment avec tous ceux qui ont été grossir en fait les villes, puisque l'urbanisation s'est accélérée fortement depuis. Donc vraiment, il a fallu absolument pouvoir porter et mettre à disposition la production des agriculteurs à la disposition des consommateurs qui sont de plus en plus dans les villes. Et ça, en fait, souvent, les outils se sont créés sous forme, alors pour la plupart coopératifs. Et là, vraiment, c'est une histoire humaine avant tout, où les producteurs, où les éleveurs se sont unis pour construire des outils qui vont venir collecter, qui vont venir conditionner, transformer et mettre à disposition ces produits alimentaires-là à la population française. Et là, vraiment, on partait pratiquement de zéro, où on avait presque une agriculture, pas vivrière, mais presque, où la consommation se faisait en direct pratiquement, mais la population ayant évolué, il a fallu absolument évoluer aussi, faire évoluer les systèmes en fait, de distribution, de transformation et de collecte. On a besoin de praticité, de plats préparés tout prêts, parce que le monde va très vite aujourd'hui, parce qu'on n'a plus forcément le temps de cuisiner, en fait, de faire sa cuisine, en fait, tout simplement, parce que le couple travaille, parce qu'on rentre le soir, on est fatigué, on a besoin de plats préparés, parce que de plus en plus les Français déjeunent en dehors de leur domicile. Ce qui est paradoxal, c'est que les Français ont une espérance de vie la plus haute en Europe. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Je pense que malgré tout, malgré cette accélération du niveau de vie des Français, on a aussi vraiment un attachement à la gastronomie française. Et ça, je pense que même si la plupart du temps, les Français sont très occupés dans leurs occupations au travail, la famille, les enfants et tout ça, je pense qu'à un certain moment, la plupart aiment aussi rester chez eux, préparer justement, cuisiner, et là, s'approprier les produits sains de base en fait, et revenir à ce qu'on faisait avant. Les Français ne se rendent pas forcément compte que de manger en fait, aujourd'hui des produits sains en quantité suffisante toute l'année, sans se soucier si on aura assez pour se nourrir, en fait, tout ça, ça vient vraiment des circuits longs. Et vraiment, tout le travail qui est en amont, il est immense, quoi. Aussi bien par les éleveurs, les producteurs qui vont produire la matière première, que par l'industrie agroalimentaire qui va conditionner, transformer, stocker aussi, c'est important. Toute la filière laitière Auvergne-Rhône-Alpes est la première économie de toute la région, devant tout le reste, devant l'industrie, devant tout le reste. Donc ça, c'est un poids... il faut juste le savoir, il faut juste s'en rendre compte vraiment de la place que l'on peut prendre dans nos territoires. Ce que vous voyez de l'agriculture d'aujourd'hui est le fruit des politiques agricoles mises en place au fil du temps pour accompagner le monde paysan dans ses mutations. Entre autres, cette fameuse PAC. Beaucoup d'agriculteurs vivent très mal le fait de devoir dépendre de ces soutiens, pourtant indispensables pour vivre. Mais quelle en a été la logique depuis 30 ans ? La politique agricole commune voulue par les pères fondateurs de l'Europe était une politique de soutien à la productivité. Et puis, à partir des années 80, quand l'Europe a croulé sous un certain nombre de stocks qu'elle était incapable d'exporter, on a progressivement fait évoluer cette conception de politique pour en faire davantage une politique d'aide aux revenus des agriculteurs, en l'alliant notamment à la surface. Et le germe était déjà dans le fruit. À partir du moment où on parle des hectares, où on parle des milieux, forcément, un jour ou l'autre, on allait parler d'environnement. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, un certain nombre de groupes politiques, un certain nombre d'hommes politiques souhaitent que la politique agricole commune soit d'abord un soutien aux biens non alimentaires. Alors, c'est très clair pour toute cette génération d'agriculteurs qui a été formée,
qui sociologiquement avait pour objectif de nourrir le reste de la société, c'est un choc, y compris chez les plus jeunes d'ailleurs, qui continuent à être formés comme d'excellents techniciens pour produire. Nous devons être extrêmement vigilants. Ça a été du moins le sens de mon combat au Parlement européen pendant des années, pour ne pas oublier la productivité, car nous devons rester maîtres de notre alimentation. Nous avons en Europe un standard qui est supérieur au reste du monde, et penser que les autres nous produiront une alimentation de même qualité, de même standard, c'est un peu une utopie. Et puis, quand on voit la qualité de nos sols, notre climat, nos savoir-faire, nous avons aussi une capacité exportatrice qui doit contribuer à l'alimentation d'une partie de la population mondiale. Lorsque nous recevions à Bruxelles ou à Strasbourg les chefs d'État de la rive sud de la Méditerranée, qu'est-ce qu'ils nous proposaient? Un contrat dans lequel nous nous fournissions de l'alimentation et eux nous fournissaient de l'énergie. Je parle évidemment du solaire aujourd'hui. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, restons vigilants, restons mobilisés. Il appartient bien évidemment à d'autres qu'aux agriculteurs eux-mêmes de garder l'œil rivé sur ce souci alimentaire. J'entends bien et je comprends le besoin d'une meilleure qualité nutritionnelle, je comprends le besoin d'une meilleure qualité sanitaire des aliments. Il faut sans doute remettre en cause des pratiques qui sont celles qui nous ont été enseignées il y a 40 ans, mais il ne faut pas oublier le but. Il ne faut pas non plus tomber dans l'égoïsme, parce que l'égoïsme pourrait nous conduire à penser qu'à nous-mêmes, en regardant notre nombril. La mission de l'agriculture, la mission des agriculteurs me paraît être plus vaste et plus noble que cela. Et demain, 2 milliards d'êtres humains en plus sur la planète. Il faudra bien des paysans pour produire et cultiver. Dans notre département, les profils des candidats au métier évoluent. La moitié n'est plus issue du milieu agricole et une installation sur 3 est une femme. Des projets de couple voient le jour et permettent une vie familiale plus épanouie. Je suis de Lyon, donc j'ai grandi en ville, dans un appartement, donc je sais très bien ce que c'est. Et bon, ils en sont peut-être pas conscients les enfants, mais ils ont beaucoup de chance en fait d'être ici. De vivre dans une maison au grand air et dans une ferme où il y a de la place, où il y a beaucoup d'animaux. Ils n'en sont pas forcément conscients parce qu'ils sont nés, ils ont connu que ça en fait. Mais quand on vient de la ville, on sait ce que c'est. Moi, je vais travailler, j'ai 20 mètres à faire et je suis au travail, donc je croise personne, voilà, je suis tranquille en fait. Moi, je voulais plus de monde, je voulais de l'espace et pouvoir respirer, c'est tout. Hein. La tranquillité, ouais. La tranquillité, ouais. La bonne humeur aussi. Ils font les timides. Vous faites les timides, là? Là, j'organise mes journées en fonction de mes enfants, tout simplement. Hein. Quand il faut arrêter le travail pour les amener à l'école, pour aller les chercher, pour une réunion, ils passent avant. Donc, et puis je m'organise comme je veux. C'est vrai que j'ai pas besoin de demander Ah oui. à un patron. On s'équilibre du coup. Toi, tu fais avancer l'exploitation et moi, je te rappelle qu'il faut aussi faire avancer la famille. L'exploitation, ça nous rappelle à l'ordre. Hein, s'il y a une chef qui n'arrive pas à mettre bas en pleine nuit ou qui fait le jour de Noël. Ou bon. Donc, on ne peut pas vraiment dissocier les deux. Il n'y a que pendant les vacances, quoi. C'est vrai que... Là, l'objectif, c'est essayer de prendre au moins 4 semaines de vacances par an, même si on n'a pas de week-end, mais 4 semaines de vacances. Hein. Ouais, c'est un objectif qu'on s'est donné. On s'est donné pour cette année, on y est arrivé pour la première année. Donc, Je pense que c'est un métier qu'on a dans le sang. J'ai toujours aimé ça et voilà, j'ai toujours su que je serais agricultrice. Depuis janvier 2019, je me suis mise en GAEC avec mon conjoint et avec une autre femme. Et on a repris l'exploitation familiale de mes parents où il y a des vaches laitières. Donc on est 3 maintenant avec 2 activités, une activité vache laitière et une activité transfo caprine. Il y a de plus en plus de femmes. Le métier il est moins physique qu'avant, je pense. Maintenant on a quand même... une femme elle peut faire autant de choses qu'un homme en agriculture avec tous les tracteurs, il y a beaucoup de choses, tout est à la portée des femmes, mis à part ce qui est très 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 physique. Après, la transformation aussi, je pense que ça intéresse peut-être plus les femmes. Mais je pense que le profil de la femme a changé par contre. Maintenant, une femme agricultrice,
c'est pas une femme d'exploitant. Elle est agricultrice à part entière. Il y a des choses qui sont démocratisées. Une femme, ça monte sur le tracteur. Enfin, une femme monte sur le tracteur maintenant. Une femme, enfin, elles font les mêmes choses que les hommes. Alors qu'avant, les femmes osaient moins monter sur le tracteur, mener une benne pour l'ensilage, aller labourer. C'était moins démocratisé. C'est un rôle qui est différent parce que on doit s'organiser. On doit beaucoup s'organiser pour les enfants. Après, c'est sûr que le congé maternité, c'est une période où on est moins sur la ferme, quoi. C'est ça, peut-être ça qui était le plus... pour moi, que j'ai trouvé le plus difficile, parce qu'à l'époque, j'habitais loin de la ferme, donc je ne pouvais pas trop venir, quoi. Mais autrement, non, je trouve que c'est juste une organisation différente et... Non, le fait d'être maman, femme, non, ça change pas. Il n'y a pas de modèle. Les motivations, les centres d'intérêt sont bien différents d'une personne à l'autre. Chacun arrive avec ses convictions, son parcours, son histoire. La génération actuelle est une génération connectée, avec une forte envie de retour à la terre. Cette génération aura surtout le défi de reconnecter les citoyens à leur alimentation et à la réalité de notre beau métier. C'est un métier en fait que je considère comme un des plus beaux du monde. Mon père, quand il faisait ça et que j'étais toute petite, pour moi c'était vraiment un métier qui me passionnait parce que je trouvais que c'était un super joli métier d'un côté de nourrir la population, de l'autre côté travailler en contact des animaux et de la nature, c'était quelque chose qui me bottait. Ce côté-là de se dire qu'on participe un petit peu à la beauté de notre territoire et de la culture un petit peu du territoire, je trouve que c'est quand même c'est sympa. On peut apporter une richesse gastronomique, chaque territoire a un petit peu ses particularités et je trouve ça beau de se dire qu'on y contribue et que ça nous plaît d'y contribuer, quoi. Je pense que l'agriculture de demain, elle va avoir des gros enjeux à relever. Il va falloir que tout le monde aille dans le même sens pour essayer de travailler correctement pour la planète, pour essayer de respecter la nature qui nous entoure, parce que c'est de une notre outil de travail, et de deux surtout c'est notre avenir, c'est l'avenir de tout le monde. Il n'y a pas que l'avenir des agriculteurs qui est pris là-dedans. Et je pense qu'il va falloir que, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il va falloir qu'on continue à en faire, qu'on travaille intelligemment et puis avec notre temps. On a des outils qui ont été développés au niveau de la technologie, etc., pour avoir des outils de production qui soient plus modernes, qui aient des conditions de travail qui soient plus faciles. Pour ma part, je transforme la production de lait qu'on fait avec nos vaches laitières. Et j'aime ce côté-là d'avoir une production de A à Z, de savoir comment je fabrique mes produits, d'où vient la matière première, et puis de pouvoir le vendre directement aux clients, aux consommateurs, pouvoir avoir cette relation-là avec les consommateurs, être capable de leur expliquer comment ça a été fait. En plus de livrer ces établissements-là, on est de plus en plus demandé pour faire des animations, pour expliquer aux enfants comment c'est produit. Et ça, c'est une chance inouïe qu'on a de pouvoir redonner un petit peu une image valorisante de notre métier et surtout de montrer vraiment aux enfants tout simplement ce qu'est une vache, d'où sort le lait, que le lait, il ne sort pas de la brique à l'usine, quoi. Des fois, ils sont effarés de voir qu'une vache, ça court quand je leur montre des vidéos. Oui, en fait, une vache, ça peut courir. Je trouve que c'est une chance qu'on a de pouvoir un petit peu éduquer comme ça les enfants et leur montrer. Voilà. Et c'est encore plus valorisant parce qu'on livre des établissements dans lesquels on a étudié avec mon père. Donc c'est rigolo et je trouve que c'est une chance qu'on a sur ce côté-là.
Thank you.